L'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition unie contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara ne laissait guère d'illusions. Le scrutin du 31 octobre en Côte d'Ivoire, maintenu malgré les multiples demandes de report, a laissé place à des scènes de chaos dans de nombreuses régions du pays et parfois même dans des quartiers fréquentés de la capitale économique. Pour ce qui est du résultat, là aussi, il n'y a guère de suspense. Le président Ouattara l'emporte avec un score soviétique, 94,27% des voix au premier tour, selon les résultats proclamés par la commission électorale indépendante ce mardi à l'aube. Score sans doute acquis, puisque l'opposition, à travers ses deux candidats, Enrico Bédié et Pascal Affi-N'Guesson, a refusé, entre autres, de faire campagne à travers une déclaration. Les opposants disent ne pas reconnaître cette élection et constatent la fin du mandat du président Ouattara. Aussi ont-ils annoncé la création d'un conseil national de transition présidé par Enrico Bédié dans le but de former un gouvernement de transition. Du côté du pouvoir, on appelle au calme, on dénonce les exactions subies par les soutiens du régime et on demande au gouvernement plus de fermeté. Les victimes continuent de se compter pendant que s'installe cette nouvelle crise dans un pays qui a connu la guerre et qui avait besoin de tout, sauf d'une telle situation. Côte d'Ivoire, victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre, mise en place d'une transition civile par l'opposition. Pour quel résultat? C'est le thème central du plateau du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés sur ce plateau pour en débattre, Guy-Anselme Conan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant du Front populaire ivoirien, le FPI au Bénin. Je rappelle que vous êtes du FPI, fidèle à l'ancien président Laurent Gbagbo. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. C'est officiel, messieurs. Le président Alassane Ouattara a été réélu pour un troisième mandat sur le score fleuve, donc de 94,27% des voix au premier tour. Lamine Cissé, des motifs de satisfaction? Oh, bon, enfin, je crois que les résultats sont tombés et ont été donnés par les institutions de l'État et que Alassane Ouattara est réélu une troisième fois en Côte d'Ivoire. La satisfaction, on peut le laisser au peuple ivoirien lui-même. Mais moi, en tant qu'Africain et pas panafricaniste, le processus électoral, la manière dont c'est entaché d'incompréhension, de manque de consensus par-ci et par-là, c'est ça qui est le motif d'inquiétude à mon niveau. Même si j'ai vu que les gens n'ont pas pris les armes pour se tirer là-dessus, ça c'est un motif de satisfaction. Mais nous avons déploré les morts quand même. On ne peut pas, dans un processus électoral où il y a des morts, à la finalité dire qu'on est satisfait. Moi personnellement, j'ai une tristesse qui m'anime par rapport à ça. Parce que normalement, une élection doit être un moment de fête, un moment d'effervescence, un moment d'échange des populations, un moment d'échange d'idées, au lieu d'échange des muscles et de la violence. C'est ça qui m'attriste en réalité. Alors, le taux de participation, selon la CEI, est de 53,90%, mais l'opposition a avancé moins de 10% de taux de participation. Conan, Guy-Anselme, sur quoi se fondent les chiffres avancés selon vous par l'opposition? Je vous remercie. Je voudrais, à l'entame de mes propos, dire qu'au nom du président Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, au nom de la direction du Front populaire ivoirien et au nom de la représentation FPI Bénin, que nous avons l'insigne de diriger, présenter nos condoléances les plus sincères et attristées pour ces combattants qui sont morts sous les balles assassines d'Alassane Ouattara et de ses milices. Que le Seigneur Tout-Puissant les accueille auprès de lui. Je voudrais aussi, en ce jour du 3 novembre 2020, recommander auprès de Dieu le Père le camarade Abdraman Sangaré qui, il y a 2 ans, nous a quittés au combat. Que sa douce âme repose dans une paix parfaite auprès du Seigneur. Enfin, pour terminer, je voudrais
saluer une amie, une camarade de lutte qui se trouve du côté de la France, du nom de Sylviane Kofi, lui dire merci pour tout le soutien qu'elle nous apporte. Pour en revenir à votre question, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Vu la manière dont cette élection a été organisée, le pourcentage donné par la CEI qui a été depuis fort longtemps contesté, CEI qui depuis fort longtemps était à la solde de Alassane Dramane Ouattara, on ne s'attendait pas à ce genre de résultat. Mais les chiffres que nous avons, parce que c'est vrai que l'opposition n'a pas participé à l'élection, mais sur le terrain, les informations qui nous sont remontées à travers nos différents quartiers généraux, il n'y a pas eu d'élection dans plusieurs localités. Donc aujourd'hui, quand la CEI nous dit que le taux de participation est de 53,90%, nous nous inscrivons en faux contre cela, parce que cela ne reflète pas la réalité sur le terrain. Voilà qui est clair. Le mot d'ordre de l'opposition... Oui, la 26. Non, bon, je crois que il faut... L'ACI est sur le terrain. L'opposition n'est pas sur le terrain. L'opposition s'arrose la crédibilité des chiffres. Je dis non. Si, par exemple, l'opposition avait participé aux élections, ils étaient représentés au bureau, comme ça s'était organisé en Guinée, qui avait commis 33 000 observateurs dans les bureaux de vote, avec le matériel qu'il faut. On comprend. Mais la crédibilité n'est pas du côté de l'opposition par rapport aux chiffres. C'est pas possible. Alors, on ne peut même pas dire quel est le nombre de bureaux de vote qui n'ont pas voté, qui n'ont pas pu voter. Alors que la CENI a tout le décompte. Ils ont fait passer ça à la télévision, région, bureau de vote par région, bureau de vote par bureau de vote. Je crois qu'il faut aller vérifier cela. Mais on ne peut pas se mettre, dire qu'on a créé des incidents un peu partout. À la base de cela et donner des chiffres, je crois que c'est ça qui n'est pas crédible. Voilà. À mon humble avis. Alors, le mot d'ordre de l'opposition, semble-t-il, a quand même été suivi dans certaines régions du pays. Et quelle est votre lecture du déroulement du scrutin? Avant d'en revenir à vous, je voudrais rebondir sur certains propos du frère Cissé. Quand il parlait tout à l'heure de la première question, quand il a dit que les gens ne se sont pas tirés dessus, je dirais non, il y a eu des morts. Donc, il ne faut pas forcément voir quelqu'un en position avec une arme pour dire que on ne s'est pas tiré là-dessus. Mais à partir du moment où il y a mort d'hommes, mais ces morts-là, ce n'est pas en buvant de l'eau que ces gens meurent. C'est parce que ces gens-là, sur lesquels les manifestants qui manifestaient de façon pacifique, démocratique, on a tiré sur ces militants. C'est pourquoi il y a eu ces morts. Maintenant, quand il nous parle des résultats de la CEI, j'ai dit non. Nous nous inscrivons en faux. L'opposition n'a pas participé à cette élection, comme je le disais tantôt, pour la simple bonne raison que la CEI n'était pas crédible. Elle est à la solde de Alassane Dramane Ouattara. Mais, toujours est-il que dans chaque ville, dans chaque localité, l'opposition a ses représentants. On sait comment ça s'est passé dans ces localités. Donc, dans plusieurs localités du pays, il n'y a pas eu élection. Donc, sur cette base, les partis, les villes où il y a eu des élections, je ne sais pas si c'est ces villes-là que la CEI a donné le pourcentage, je n'en sais rien, mais apparemment c'est un truc comme cela qui s'est passé. Mais sur l'ensemble du territoire, parce que le taux de participation à une élection est un critère majeur pour une élection. Mais nous, selon les chiffres que nous avons, c'est moins de 50%. Moins de 50%. C'est-à-dire, ça ne crédibilise même pas l'élection, cette forfaiture que nous appelons ainsi. Voilà, c'était pour revenir à ce que mon ami et frère Cissé disait tantôt. Maintenant, pour en revenir à votre question, vous demandiez si... Quelle est votre lecture du déroulement du scrutin le jour même? Parce que visiblement, on a vu des images où il y avait des affrontements, notamment entre des populations. Il y avait aussi des affrontements entre des populations
et les forces de l'ordre. Voilà, donc on a vu des véhicules d'officiels saccagés, vandalisés. Quelle est votre lecture de la stratégie déployée par votre camp et des résultats que cette stratégie a pu enregistrer le jour du scrutin? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'opposition ivoirienne ne s'inscrit pas dans une logique de violence. Ça, il faut le dire. On n'a jamais pris des armes pour attaquer, pour empêcher quoi que ce soit. Maintenant, vu la manière dont s'est déroulée cette élection, cette campagne qui a été émaillée d'incidents, mais c'est ce qui nous fait dire que cette élection-là, elle n'est pas crédible, qu'elle ne s'est pas bien déroulée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été, comme on l'aurait souhaité, inclusive. Mais une élection où il y a des affrontements, il y a des morts, mais comment est-ce que vous voulez qu'on soit? Dans quel état d'esprit voudriez-vous que nous soyons? Mais nous sommes désolés pour tous ces morts qu'il y a eu. Parce que ce n'est pas comme cela qu'une démocratie se construit. Une démocratie, ce n'est pas la violence. Une démocratie, c'est le partage de valeurs vraiment objectives, pour faire avancer un pays, pour faire avancer un peuple, pour le bien-être du peuple. Mais quand on voit cette élection où Alassane Ouattara a paradé tout seul en ville, mais ce n'est pas une élection. Quand après avoir éliminé les ténors même de cette élection-là, Alassane Ouattara se pavane en ville pour dire, bon, un coup KO. Bon, je pense qu'il aurait quand même, il aurait dû faire profil bas pour écouter ce que l'opposition a demandé. C'est parce que c'est l'expression du peuple ivoirien, dans sa grande majorité, qui est fatigué, qui s'insurge contre ce troisième mandat illégal d'Alassane Ouattara. C'est ce qui a donné tout ce auquel nous avons assisté. Alors, il y a eu des propositions de la part du régime, notamment, je dirais, les 48-72 heures avant le scrutin, notamment au niveau de la reformation de la CEI, proposition automatiquement rejetée par l'opposition. J'aimerais votre avis sur la difficulté entre les deux camps de s'entendre et de s'asseoir à une table de négociation. Oui, moi je pense que déjà vouloir, quand on dit désobéissance civique, c'est le contenu de cette désobéissance civique qui est important. Vouloir empêcher une élection qui doit être organisée par un appareil d'État est une violence. Parce que comment vous pouvez empêcher sans faire la violence, c'est pas possible. Vous barricadez les rues, allez saccager les urnes, on dit que c'est pas une violence, c'est une violence. Donc reconnaissons que l'opposition a usé de la violence pour installer la psychose et la peur dans la conscience collective des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui ne sont pas sortis parce qu'ils ont eu peur. Vous savez, le peuple ivoirien est jusqu'à présent fragile. D'autres sont jusqu'à présent martyrisés par tout ce qui s'est passé entre 2000 et 2010. C'est un pays que j'ai visité de fond en comble. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai regardé. Pendant la crise, après la crise. Donc, c'est un peuple qui est vulnérable. Quand ils entendent l'arme tonner déjà, ça suffit pour que tout le monde se cache. Donc, l'opposition a surfé sur ces fibres sensibles pour vraiment créer un taux d'abstention. Donc, selon vous, les chiffres annoncés par la CEI ne sont pas... Non, sont crédibles. Parce que les chiffres de la CEI sont crédibles. Mais il y a 40% d'inscrits qui n'ont pas voté. 53% qui ont voté. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 40% qui n'ont pas voté. C'est ça la réalité, la sincérité des chiffres. OK? Parce que moi, je ne vois pas qu'on dise, bon, il y a 53 personnes, des inscrits qui ont voté. Sur 7 millions, la Côte d'Ivoire fait plus de 26 millions d'âmes. Donc il y a une très grande majorité silencieuse qui ne parle pas. Mais les partis politiques s'arrogent le titre de peuple. Le peuple est avec moi. Vous allez prendre chaque parti politique, ils ne vont pas te sortir 50 000 militants avec leur carte qui dit je suis militant. C'est difficile. Mais quand on s'arroge du nom du peuple, je crois que
il y a parmi ces peuples-là des gens qui sont d'accord avec vous, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, des gens qui sont frustrés, des gens qui ne sont pas frustrés. Donc il y a tout un amalgame. Ce qui veut dire que quand vous appelez à la désobéissance, et que cette désobéissance, c'est de dire on fait le boycott, mais on a dit le boycott actif. Ça veut dire qu'on est candidat, on ne retire pas notre candidature, mais nous allons empêcher les élections. C'est une forme de violence. Et la violence est traduite sur le terrain. Parce que j'ai vu des officiels qui ont abandonné les véhicules et qui ont fui. J'ai vu un garde-corps qui a été... Si les réseaux sociaux n'ont pas menti, hein. Parce que les réseaux sociaux aussi, quelquefois, il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention. C'est loin de ce qui est officiel. Mais quand même, j'ai vu les voitures brûlées. J'ai vu les gens saccager les voitures. Face à ces scènes-là, est-ce que le report du scrutin n'aurait pas été de nature à pacifier les choses et à chercher un consensus? Non, moi je pense que à la place d'Alassane Ouattara, le report du scrutin, la manière dont je vois la détermination des Ivoiriens, le report du scrutin ne fera qu'empirer les choses. Je crois que c'est maintenant qu'il faut s'asseoir maintenant. Comme l'élection est derrière nous, il faut s'asseoir. Oui, mais l'élection est contestée. S'asseoir, il faut discuter par rapport à quel principe? Quand même, quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, la première élection qu'il a fait, les ténors des partis politiques ont été exclus. Mais il est resté pendant 10 ans sans élection au pouvoir. Ça fait partie de l'histoire ivoirienne. Ok? Mais cela, ils se sont tués entre tués. Cela ne leur a pas empêché de s'asseoir pour trouver une solution. Donc aujourd'hui, moi je crois que la situation est moins dramatique qu'on le fasse croire. Aujourd'hui, l'opposition peut s'asseoir. Si tant que c'est le pays. Mais maintenant, si on dit coûte que coûte, il ne va pas être au pouvoir. Et je suis en train de voir qu'on est en train de former un gouvernement parallèle. On va y arriver. Non, voilà. Alors, cela, c'est de la violence. Du temps du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'a pas fait 10 ans sans élection. Mais pour une piqûre de rappel, le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000. En 2002, il a attaqué par une rébellion. Et d'accord en accord, nous sommes arrivés à 2010. Mais le président Laurent Gbagbo n'a pas gouverné, n'a pas dirigé le pays comme il se devait. Parce que, bon, au gré de certains accords, il était obligé de composer avec... le gouvernement d'union nationale notamment. Voilà. Donc, tout à l'heure, mon frère Cissé a parlé, il a fait sortir un mot, il a parlé de détermination. J'étais vraiment très content de l'entendre. Il faut dire que le peuple ivoirien est déterminé à faire barrage, à mettre fin à l'imposture d'Alassane Ouattara. De toute façon, depuis le 31 à minuit, nous ne reconnaissons plus Alassane Ouattara comme président de la République Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Donc, ce que nous demandons, quand on parle de boycott actif, le boycott actif ne signifie pas forcément violence. Nous avons utilisé les moyens légaux de démocratie, c'est-à-dire des marches pacifiques. Mais lors de ces marches-là, les manifestants ont été attaqués par les milices pro-Ouattara, qu'on appelle communément enfants en conflit, enfants en conflit avec la loi, des microbes. Comme le parrain lui-même, il a toujours été en conflit avec la loi, Alassane Ouattara, depuis son arrivée sur la scène politique ivoirienne. Donc, nous ne sommes pas surpris du comportement de ces milices-là. Mais ce sont ces milices-là qui attaquent et on veut nous faire porter le chapeau. Je dis non. C'est pas comme ça que les choses se passent. L'opposition a décrété un boycott actif. Mais, en légaliste que nous sommes, nous n'avons pas comme allié la violence, contrairement au RHDP. Donc, les manifestations, si elles se déroulaient pacifiquement, si Ouattara et sa milice ne venaient pas attaquer les manifestants, mais quand on vous attaque, vous avez obligation de vous défendre.
On ne va pas rester là se faire tuer parce que Ouattara veut fortement coûte que coûte être président. Nous disons non. Donc, l'opposition ne s'inscrit pas dans cette logique de violence. Elle ne s'est jamais inscrite dans cette logique de violence. Bien au contraire, on a plusieurs fois demandé le respect de la Constitution. Parce que c'est le non-respect des lois que nous nous donnons. C'est ce qui entraîne ce genre de situation. La Constitution ivoirienne dit « Nous avons droit à 2 mandats. » Point. Mais on ne va pas venir refaire le monde, on ne va pas outrepasser ce que dit la loi fondamentale et dit qu'on veut faire un 3e mandat. Il faut respecter la loi. C'est ce que la loi dit. Mais comme je le disais tantôt, Alassane Ouattara, il est coutumier du fait. Depuis son arrivée sur la scène politique ivoirienne, il n'a jamais voulu respecter les lois. Et cela depuis 1993, à la mort du président Houphouët-Boigny. Mais est-ce qu'il y a... Alassane Ouattara a dit qu'il ne se présentait plus comme candidat à la présidentielle, qu'il fallait laisser la place à quelqu'un d'autre. Ok. Malheureusement, paix à son âme, le Premier ministre Amadou Gon est décédé. Mais avant d'être choisi par Alassane Ouattara comme candidat du RHDP, il était Premier ministre. Ok, il décède. Mais Alassane Ouattara a pu nommer un Premier ministre en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly. Tout à fait. Mais il n'a pas pu désigner un autre candidat pour le RHDP. Oui, mais le président Ouattara s'est défendu. Il estime qu'il a passé quasiment 30 ans de vie à former ce candidat-là pour le remplacer. Et donc, trouver l'oiseau rare, c'est difficile. Vous savez depuis quand se sacrifier. Depuis quand date sa relation avec Ahmed Bakayoko? Donc, voilà. Ahmed Bakayoko était encore étudiant quand il connaissait Alassane Ouattara. Voilà. Donc, selon vous, on aurait pu positionner un autre dauphin. Bien sûr, cela nous aurait évité cette situation. Voilà. Quelque part. D'une façon claire, c'est la candidature de Ouattara. À un 3e mandat? Non, je ne dis pas 3e mandat qui dérange. Ce n'est pas un 3e mandat, non, selon vous? Moi, je n'appellerai pas ça 3e mandat qui dérange. Le mot 3e qui dérange. C'est la candidature de Alassane Ouattara qui dérange. Oui, mais il est candidat à un 3e mandat. Oui, d'après d'autres, mais d'après eux, c'est pas ça. Maintenant, moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Parce que vous parlez de la loi. Je pense qu'il faut évoquer les lois quelquefois. C'est extrêmement important. Oui. La Côte d'Ivoire de 2002 et la Côte d'Ivoire de 2016, nous sommes passés à la 2e République, à la 3e République. La constitution que nous avons là, c'est la constitution française, ce n'est pas notre constitution. C'est le modèle français et nos constitutions respirent la compréhension française, la constitution française. Quand vous prenez la loi d'habilitation en France, on va dire que la loi d'habilitation a été votée à la 5e République. Donc, toutefois qu'il y a une nouvelle République, tous les jeux recommencent à zéro. C'est comme ça que nous avons hérité les constitutions. Alors, si on pose le problème de l'analyse des constitutions, je veux qu'on soit pointu dans les analyses, c'est extrêmement important. Prenons le Togo. Il est à sa 4e mandature. Mais est-ce qu'il a violé la constitution? Non. Il n'a pas violé la constitution du Togo. Pas du tout. Mais pourquoi il est à la 4e élection alors qu'il n'a pas violé la Constitution? Parce que la Constitution permettait les mandats illimités. Non, il est venu avec un mandat illimité. Il est resté avec un mandat illimité jusqu'à sa 3e mandature qu'il a changé la Constitution. Tout à fait. Et ça devient une nouvelle république. Et on commence à zéro. Mais c'est ce qu'Alassane Ouattara a fait. Laissez-moi terminer. Parce que j'ai la latitude de pouvoir analyser. Parce que toutes les constitutions de l'Afrique de l'Ouest, pays par pays, d'une façon spécifique, je les ai étudiées, je comprends. Il y a l'amalgame qui se fait sur le plan international et sur le plan des chaînes qui mettent la Côte d'Ivoire dans les plats de la Guinée. Non. Pour la Guinée, c'est trop clair. Il a fait une violation. Parce que lui, c'est limité, c'est bloqué. Les dispositions constitutionnelles l'ont bloqué, il ne peut pas. Il a fait sauter tout ça là. Mais si la Constitution... Non, je viens. Mais un mandat je dis... Attends. Ouais, une seule fois.
Mais mandat nul ne peut. Une seule fois. Ouais, nul ne peut faire au-delà de... Un mandat renouvelable une seule fois. Non, nul ne peut. Après cela, nul ne peut faire plus de deux mandats successifs. Ou non. C'est-à-dire que même quand tu sors, tu n'es plus président, tu ne peux plus revenir en Guinée. Et il y a un article, l'article 27, si je me trompe, qui a déjà dit qu'on ne peut pas toucher le mandat. Mais la constitution ivoirienne n'est pas écrite comme ça. Quand Alassane Ouattara a posé le référendum, mais tout le monde était là, hein. Ils sont partis tous voter. Ils ont dit déjà que non, s'il vote ça là, il a promis qu'il ne va pas. Lamine Cissé, qu'il ne va pas se présenter. Lamine Cissé, oui. Des représentants du président Alassane Ouattara ont démontré urbit et orbi que un troisième mandat était impossible. Qu'est-ce que tu entends par des représentants? Dans cette nouvelle constitution-là. Qu'est-ce que vous entendez par les représentants de Alassane Ouattara? Mais je peux être avec toi, je ne suis pas avec toi demain. Et Guillaume Soro n'est pas en train de dire, contrairement à ce que Alassane Ouattara dit aujourd'hui. Mais c'est la nature de la politique politicienne qui se passe dans nos pays. Je ne me focalise pas sur ça. Moi, je me focalise sur des analyses comparatives par rapport à nos constitutions. Je dis pourquoi c'est valable au Togo, c'est pas valable en Côte d'Ivoire. Alors, la différence qu'il y a entre la constitution sénégalaise, la constitution de la Guinée et la constitution ivoirienne et togolaise, la constitution ivoirienne et togolaise sont dans les mêmes starting blocks aujourd'hui. Alors, si on dit Alassane Ouattara n'a pas de droit, donc Faure Gnassingbé n'a pas de droit. C'est pourquoi la CEDEAO... Au Togo, on a quitté un mandat illimité pour instituer un mandat renouvelable une fois. C'est ce que je dis. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans l'ancienne constitution, c'était clair, un mandat renouvelable une fois. Dans la nouvelle constitution, c'est la même chose qui est reconduite. On ne peut pas comparer le Togo à la Côte d'Ivoire. Il a promulgué la troisième république. Donc, selon le fondement, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le régime qu'il a élu. On est dans une nouvelle... Vous avez reconnu avant votre démonstration que vous n'étiez pas constitutionnaliste. Et même chez les constitutionnalistes, le débat reste... D'accord. Reste clair. Je ne refuse pas. Il y a des constitutionnalistes qui estiment que nouvelle république, qu'on le dise ou pas, on ne doit pas faire plus de mandats renouvelables. Je suis d'accord, mais il n'y a pas interprétation à cela en Guinée, c'est clair. Mais non, c'est vous qui le dites. Mais il y a aussi des constitutionnalistes guinéens qui disent que c'est une nouvelle république. Alors, j'aimerais avoir votre avis par rapport à la question. Bon, j'aimerais dire que comparaison n'est pas raison. La loi fondamentale ivoirienne est claire. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à ces experts constitutionnalistes ivoiriens, au comité qui a rédigé cette constitution. Mais, mon frère Cissé l'a dit, il n'est pas constitutionnaliste, moi non plus, mais nous nous basons sur ce que les experts en la matière nous disent. Parce qu'une loi fondamentale, elle est écrite par des hommes. Mais on est allé au référendum. Oui, mais cet article-là dit quoi? Dans la loi fondamentale, l'article 55, en l'occurrence, et 183. C'est clair. Ces articles-là sont clairs dans la Constitution ivoirienne. Que le président ne peut faire un troisième mandat. Et nous ne sommes pas dans une troisième république. Cette troisième république n'a jamais été proclamée. Non. Parce que quand un éminent professeur de droit constitutionnaliste de son État, comme le professeur Ouraga Obou, qui était le président du comité des experts, dit, cette constitution-là ne peut pas permettre à quelqu'un de faire 3 mandats. C'est ça. Ça a été clair, ça a été démontré. Donc, Alassane Ouattara, il savait ça. Mais j'ai dit, comme tantôt je le disais, il est en conflit avec la loi depuis fort longtemps. C'est en connaissance de cela qu'il a dit qu'il veut briguer un 3e mandat. Alassane Ouattara est dans sa logique de ne pas respecter les institutions. Sinon, ce n'est pas une question de constitution ou bien de comparaison à un autre pays.
Moi, je ne connais pas la constitution du Togo, encore moins de la Guinée, mais celle que je connais, c'est celle de la Côte d'Ivoire. En Guinée, on nous a dit qu'Alpha Condé devait faire un 3e mandat. Moi, je ne connais pas les réalités guinéennes, encore moins les réalités togolaises, tout près de nous ici. Mais en Côte d'Ivoire, ce que je connais, c'est que Alassane Dramane Ouattara, en fonction de ce que la loi fondamentale ivoirienne dit, il n'a plus le droit de se présenter à un 3e mandat. C'est clair, c'est net. Alors, les observateurs de l'Union africaine se sont prononcés par rapport à l'élection. Ils étaient déployés dans le pays. Ils estiment que l'élection s'est déroulée de manière globalement satisfaisante, malgré quelques morts. Une réaction par rapport aux propos de l'Union africaine, notamment, qui donne visiblement un blanc-seing, même si c'est un peu mitigé, à cette élection-là. Non, les institutions africaines, tous ont dit que ça va. La CEDEAO, l'Union africaine. Non, la CEDEAO a mis quelques bémols. Ils n'ont pas dit que c'était globalement satisfaisant. Ça c'est Hadjibou Soumaré. La CEDEAO est conduite par une autre commission. Tu parles de l'ancien président de l'UEMOA, de la commission qu'il a, le Sensat, la CEDEAO. Tout à fait. Eux, ils ont dit que c'est bon. C'est-à-dire que ça n'entache pas la crédibilité du scrutin. Ouais, ça là, les mots là, nous sommes très habitués à ça. Ok. Moi, je ne vais pas me fier sur ça parce que moi, mes analyses, je ne les base pas sur ce que l'officiel a souvent dit. Je les base sur mes propres analyses. Mais ils ont été sur le terrain, mais ils n'ont pas été sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi les résultats que la CENI a fait remonter, moi, je trouve plus de crédit à ces résultats-là que ce que les institutions viennent dire parce qu'ils ciblent 35 bureaux de vote et puis ils viennent à la base de cela pour dire que voilà le tableau global. Je crois que ça là nous sommes fatigués pour ça. Oui, mais quelle est l'utilité donc de continuer à soutenir ou à encourager ces missions d'observation? Non, je crois qu'il faut il faut des réformes profondes de nos institutions. On viendra là-dessus. Nos institutions là ne sont pas des institutions du peuple. Je crois que l'évolution des mentalités des populations a laissé derrière ces institutions là. Je crois qu'il faut qu'ils s'adaptent à l'évolution des mentalités des populations et savoir que ce qui est possible il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière n'est plus possible aujourd'hui. Les gens sont intelligents. Parce que même les portables sont intelligents. Donc la personne est très intelligente. Donc on n'a qu'à faire attention. Moi, j'écoute ça là, c'est comme si c'est la répétition. C'est la même chose qu'ils font au Sénégal après l'élection du président Macky Sall. Mais j'ai éclaté de dire c'est la même chose. Alors maintenant, je m'excuse beaucoup parce que je ne suis pas en train de... Parce qu'il y a 2 camps sur la Constitution. Donc il faut qu'on les analyse, qu'on mette à la disposition des gens. Il y a 2 camps partout. Il y a 2 camps partout. C'est dans les constitutions qui ne sont pas claires qu'il y a 2 camps. En Guinée, il y a 2 camps. Non. En Guinée, c'est clair. Alpha Condé a dit qu'il sait qu'il ne peut pas, mais il faut moderniser avant de partir. C'est ce qu'il avait dit. Mais c'est ce qu'il avait dit. Mais justement, la Constitution, il a dit quoi? Il dit que... Il sait qu'il ne peut pas briguer, mais il faut seulement moderniser la Constitution. Et j'arrive. Et ça lui a valu de tuer les gens pour contrairement à... Il y a des morts en Côte d'Ivoire. Non. Pour le référendum, pour la Constitution, il n'y avait pas de mort. Pour aller au référendum, il n'y a pas de mort, il y a un consensus quand même. C'est ce qu'il faut, je dis, c'est la différence avec la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est tout autre. Parce qu'à son temps-là, Alassane Ouattara, il y a une certaine opposition qui a dit, il est en train de modifier la Constitution, c'est pour avoir un 3e mandat. Il a dit que non, il ne fera pas un 3e mandat, lui il va partir. Donc, c'est-à-dire que le fait de ne pas respecter cet engagement-là, c'est ça que moi je condamne. Le président... Maintenant, moi je dis... Le président ivoirien aussi a promis qu'il ne ferait pas... C'est ça que j'ai dit, je parle du président ivoirien. J'ai dit le fait qu'il ne respecte pas cet engagement-là au moment du référendum. Après le référendum, il a dit ça sur la scène internationale, on a fait le débat ici. Nous avons applaudi, on a dit c'est formidable. Quelle que soit la situation, il devait essayer de soutenir un autre candidat dans son parti. Est-ce que vous n'apportez pas de l'eau au moulin de ceux qui estiment que son désir a toujours été, depuis toujours, de ne jamais quitter le pouvoir? Non. Je ne suis pas dans cette dynamique. Parce que la personne qui a choisi un dauphin, et il est sincère à le choisir, il voulait partir, ils ont même commencé à l'organiser tout ça. Mais un dauphin malade, quand même. Mais quand même, la mort, tu peux ne pas être malade et mourir demain. La mort, personne ne peut calculer la mort. Il est malade depuis 12 ans, il a des fortes fonctions, il n'est pas mort.
C'est peut-être que le fait qu'on a dit va être président, c'est l'émotion, peut-être, je m'excuse. La pression était trop. Non, alors, c'est ce que je veux dire. Le président Wade, tu as parlé de mandat limité. Le président Wade est venu, Abdou Diouf avait sauté le verrou de mandat limité, 7 ans, il a fait sauter ça au Sénégal, par un référendum. Mais on n'a pas tué les gens pour ça. On a dit d'accord. On l'a amené à rendre sincère. Parce que moi, ce que si je veux attaquer Alassane Ouattara, c'est de ne pas créer un consensus autour du processus électoral. C'est inacceptable. On dit la loi, tu ne dois pas te présenter, ok, mais le consensus, que toute l'opposition se dit, oui, c'est propre, c'est transparent, c'est clair, allons-y, celui qui gagne ici, là, c'est le peuple qui t'a élu. Je dis que c'est ça qui manque réellement. Mais la réalité est que quand le président Wade est venu au pouvoir, il avait 7 ans illimités. Il a fait 7 ans. Avant de finir les 7 ans, il a réformé la Constitution pour amener ça à 2 mandats limités. Mais il a fait 5 ans. Il voulait faire un autre mandat. On lui a dit non, tu ne peux pas. 3e mandat. Alors que la Constitution lui permettait. Parce que la loi n'est pas rétroactive. Les 7 ans là, c'était dans une autre république. Mais il a été candidat, quand même. Mais il a été candidat. Mais dans la transparence électorale, il a été battu. Transparence électorale, j'ai dit. Il a été battu. Donc je dis que le problème de la Côte d'Ivoire pouvait ne pas arriver à ce niveau-là où on tire sur les gens parce que tout simplement le monsieur veut être candidat. Ok? Moi, c'est ce que je déplore. Je ne suis pas en train de donner un blanc-seing à Alassane Ouattara, etc., etc. Parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire est un pays très très fragile. Il y a un processus qui est engagé de paix, etc., processus électoral. Lui, il doit être le champion, la garantie de ce processus électoral-là. Mais aussi, cette opposition, même ici à Cotonou, ils sont allés saccager le bureau de vote, ils ont détruit les matériels sensibles à Cotonou. Donc, est-ce que ça, c'est pas une violence? C'est-à-dire que tu as le droit de ne pas aller, tu as le droit mais tu n'as pas le droit d'empêcher les autres citoyens à aller voter. Ça aussi, tu n'as pas ce droit-là. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse des analyses cohérentes et savoir qu'aujourd'hui, ce qui est de mise, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara, parce que quand tu vois Alassane Ouattara, Konan Bédié, Laurent Gbagbo, c'est les trois là. Hein. C'est autour de ces trois là qui drainent des personnes qui se battent, quoi. Cette jeunesse qui va constituer une relève de qualité, cette jeunesse là se fait drainer par ces gens là, ils se confrontent dans la rue. En ce moment, nos ressources, nos potentialités sont dans la main des autres qui bénéficient de ça. Nous, on est en train de se battre Constitution, Alassane Ouattara, Gbagbo, Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que sans ces gens-là, la Côte d'Ivoire est en péril. C'est ça le danger, cette psychose qui est jusqu'à présent dans la mentalité de cette jeunesse-là. Ça pose un problème. Alors donc voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, les missions d'observation sont pignon sur rue, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs missions d'observation, notamment l'Union africaine, la CEDEAO. Vous avez parlé aussi de l'UEMOA qui a aussi envoyé une mission d'observation. Il y a aussi la mission électorale de l'EISA et du Centre Carter qui ont publié leur rapport. C'était ce lundi en début d'après-midi. Le titre parle d'un scrutin non inclusif et boycotté qui laisse un pays fracturé. Mmh. Effectivement. Ces analyses du Centre Carter et de la mission conjointe EISA, ça, c'est la réalité sur le terrain. La réalité, ce qui s'est passé sur le terrain. Leurs analyses reflètent la réalité. Contrairement à l'Union africaine, à la CEDEAO et aux autres missions. Parce que le contexte politique et sécuritaire de cette élection-là n'a pas permis une élection compétitive et crédible. Donc, sur cette base, on ne peut pas dire que l'élection s'est déroulée de façon normale. Donc, nous nous inscrivons dans la logique du Centre Carter et de la mission conjointe EISA, parce que avec les éléments de preuve qui ont pu être remontés, on a vu que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour aller à cette élection-là. Donc, je pense que le Centre Carter ne dit pas autre chose que ce que la réalité nous a montré, contrairement aux syndicats
ce que j'appelle syndicat, c'est la CEDEAO là, syndicat de président qui, quand tu ne fais pas partie du syndicat, bon, n'a pas le soutien. Quand tu es du syndicat, tu as le soutien du... Mais voici des gens qui vont... Ils ne peuvent même pas aller sur toute l'étendue du territoire pour donner des analyses objectives de la situation. Qui se cantonnent dans un quartier d'Abidjan, un quartier UP d'Abidjan, où Alassane Dramane Ouattara va aller voter. Et ils viennent nous dire que oui, l'élection s'est bien passée, il n'y a pas eu de problème. Eh ben, pour qui connaît la Côte d'Ivoire, où Alassane Dramane Ouattara a voté, mais c'est un des quartiers UP d'Abidjan, avec toute la sécurité qu'il y a. Mais, vous ne pouvez pas vous asseoir là-bas, après avoir été reçu, à déjeuner par Dramane Ouattara, venir dire autre chose que ce que lui veut entendre. Non, nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Et ceux qui ne marchent pas dans les pas d'Alassane Ouattara, mais il ne peut pas les recevoir à déjeuner. Et au sorti de déjeuner, leur glisser quelques... Ah non, mais il n'y a pas de preuve que ces missions-là... Voilà. Alors, je voudrais dire, le Centre Carter et ESA reviennent également sur la question de la validation de la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Une validation contestée à juste titre selon les deux groupes, et le rapport ajoute que les motivations de cette décision ne s'appuyant sur aucun fondement juridique clair ou justifié en point de droit. Non, ça c'est une ingérence. Là, c'est une ingérence. Ils n'ont qu'à observer les élections sur le terrain, mais aller, n'est-ce pas, contester les institutions crédibles par rapport à la validité, etc. Parce que... vous avez reconnu... Non, c'est une ingérence. Je peux porter mon point de vue par rapport aux constitutions en tant que panafricain, citoyen de la communauté CEDEAO. Mais eux, ils sont venus en ingérence alors. Parce que je suis d'accord qu'ils disent que l'élection n'est pas inclusive. C'est vrai. Mais nous le constatons. Les ténors de l'opposition n'ont pas participé à l'élection. Et moi, ça ne me plaît pas du tout. Et qu'ils disent que, bon, il y a, etc. Je suis d'accord. Et que sur le terrain, je suis d'accord. Mais essayer maintenant d'interpréter la loi à la place de ceux qui doivent interpréter la loi, c'est une ingérence. C'est extrêmement dangereux. Contrairement à eux, le CNDH, le Comité national des droits de l'homme, mais ils ont dit que c'est très bien. Et ils n'ont pas dit que c'est très bien. Ils ont dit que c'est bien. Alors, vous avez l'Union africaine, les CENSAD, l'organisation des ONG de l'Afrique, etc., pour la transparence. Tous, ils ont dit les mêmes choses. Ils ont sillonné partout. Ils ont rapporté pour dire que ce qui a été empêché n'entame pas la sincérité, la crédibilité. Ils étaient sur tout l'ensemble du terrain. Maintenant, je crois que on ne peut pas avoir les mêmes avis. Ce n'est pas possible. Mais ce qui est sûr est que les élections se sont déroulées et que ça s'est déroulé dans les conditions où moi je ne le souhaitais pas en tant que citoyen de la communauté. Je souhaiterais que ce qu'on avait vécu pendant il y a des années ici au Bénin, où quand il y a élection, l'opposition, tout le monde, c'est la fête, on danse, on se congratule, et au finish, au résultat, tout le monde se félicite, et chacun va aller, le lendemain, on va au travail. Mais cette élection-là, dans le processus, depuis le processus jusqu'au déroulement des élections, c'est la violence. La violence est notoire, c'est visible, c'est palpable. La violence des mots, la violence sur le terrain, la violence, le rejet total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas matière à dialoguer même. C'est comme si c'est des ennemis de guerre. C'est des gens qui ont des armes, ils veulent chacun veut exterminer l'autre. Sur l'échiquier politique, le champ politique. C'est extrêmement dangereux. Et ce qu'ils sont en train de compromettre, le problème est que les partis politiques s'arrosent ce titre de peuple. Et quand l'opposition parle, c'est comme Alassane Ouattara n'a personne derrière lui. Et quand les gens de Alassane Ouattara parlent, c'est comme si l'opposition n'a personne derrière lui. Et quand vous réunissez les militants du RHDP et les militants de Konambe, tu les réunis, ils font combien de pourcents de la population muette qui subit et qui ne dit rien? Il faut qu'on soit mesuré. Parce que nous sommes dans une démocratie, ce qu'on appelle la démocratie conventionnelle. Et les conventionnels, ce n'est pas une démocratie populaire. Il y a 7 millions inscrits sur la liste électorale.
Même si toute l'opposition compris, s'ils vont aux élections, il n'y aura pas plus de 4 millions qui vont aller au vote. Ça, c'est clair. Et ces 4 millions-là, celui qui va gagner là, il va avoir 2 millions plus. Donc avec 2 millions plus, tu dis le président de ceux qui t'ont élu, ceux qui ne t'ont pas élu et ceux qui n'ont pas voté. Toi, tu dois être mesuré pour savoir que ce n'est pas le peuple ivoirien, mais c'est une convention démocratique qui m'a mis ici. Donc je dois essayer de créer une ouverture suffisante pour qu'il y ait une inclusion. Parce que le rejet de l'autre dans un processus de démocratisation, c'est détruire fondamentalement le pays. Alassane Ouattara, quelle que soit la situation, il va prendre un coup. La gouvernance prochaine va être une gouvernance qui va être très difficile parce qu'il n'y a pas de consensus autour de sa gouvernance. Ça ne peut pas être fait comme si au moment où il était avec Konan Bégué, il était avec Guillaume Soro, il était ensemble, là, il y a un bloc autour des objectifs. Alors, autour de cet objectif, l'objectif, est-ce que c'était le pays? Non. L'objectif, c'était chacun voudrait dire, s'il quitte là, qui va le remplacer? Moi, je suis prêt à le remplacer. Alors, le président Konan Bégué a donc été désigné président de la transition par l'opposition. Pourquoi avoir choisi cette voie-là? N'est-on pas en train d'aller vers un gouvernement parallèle? Puisque visiblement, la transition a chargé le président Bédié de nommer un gouvernement. Non, il ne faut pas voir ça sous cet angle-là, de gouvernement parallèle. Non. Alassane Ouattara, en violant la Constitution, en violant la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire, au soir du 31 octobre à minuit, n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, la mise en place... Les institutions en charge des élections l'ont quand même déclaré élu. Oui, les institutions en charge d'organiser des élections inclusives. Ces élections-là n'ont pas été inclusives. Ce n'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas ce qu'on a demandé. Tout à l'heure, mon frère Cissé parlait de s'écouter. Mais le fait de ne pas s'écouter, c'est ce qui envoie des histoires. Parce que quand il y a un problème et qu'on ne veut pas s'asseoir pour en discuter, mais écoutez, chacun joue la sourde oreille, il va avoir problème. Cette CEI, depuis le début, depuis sa mise en place, l'opposition avait demandé sa refonte. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par un arrêt, a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire la réforme de cette CEI. Mais l'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Alassane Ouattara, quelqu'un qui, depuis fort longtemps, est en conflit avec la loi, a refusé de mettre en application cet arrêt-là. Puis, il a dit que la Côte d'Ivoire se retirait tout simplement de cette cour-là. Vous voyez? Donc, partant de là, on savait que les choses étaient déjà biaisées. Donc, comment l'opposition pouvait-elle aller à une telle élection? Le 31 octobre, au soir à minuit, là, nous avons décidé, le peuple de Côte d'Ivoire a décidé que Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, la mise en place du Comité national de transition n'est pas la mise en place d'un gouvernement parallèle. Non. Il faut faire le distinguo pour dire les choses telles qu'elles sont. La mise en place du Comité national de transition n'est pas la mise en place d'un comité et d'un gouvernement illégal, qu'on appelle parallèle. Non. Bien au contraire, la mise en place de ce Comité national de transition-là, c'est pour ramener tout le monde sur la ligne de départ. En quoi faisant? En organisant des élections qui seront inclusives, en s'asseyant et en discutant. N'est-ce pas là le risque d'une nouvelle crise? Non, c'est même pas une crise. Parce qu'en fait, je crois que on peut comprendre que c'est un cri de cœur. Mais la théorie est loin de la pratique. Et ce qui est légal est loin de ce qui est illégal. Quand il parle du peuple
je me pose la question, il parle de quel peuple en réalité? C'est-à-dire qu'Alassane n'a pas de peuple. Donc les autres qui n'ont pas voté, qui ne participent pas, est-ce que vous avez leur opinion par rapport à ce que vous êtes en train de faire? C'est ça la réalité. C'est cette analyse-là qu'il faut tenir compte. Mais ceux qui ne parlent pas sont d'accord avec ce que nous disons. Je viens. Quel est le baromètre? Quel est le baromètre? C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de vouloir dire, on ne peut pas... C'est ce que j'appelle la désobéissance civile violente. Elle est violente. Parce que... du fait de qui? Non, quand je dis elle est violente... Oui. Vous ne pouvez pas, un président de la République qui a été élu par les institutions normales, Alassane Ouattara va être reconnu par toutes les institutions internationales, l'ONU, CEDEAO, partout, etc. Reconnu, hein? Il aura sa signature sur la BCEAO, etc. Indéniablement. Mais vous dites, au vu de tout ça là, nous allons former un gouvernement d'union nationale. Quelle est votre marge de manœuvre? Dans quel pays? En Côte d'Ivoire, là-bas? Ce qui veut dire que vous incitez déjà à la violence. Parce que ça, c'est agressif. Des tirs ont été entendus devant les résidences. C'est ça que je dis. Je dis, les élections sont passées. Moi, je crains que vraiment des mesures draconiennes soient prises par rapport à ces actes-là. Parce qu'en fait, moi, je crois qu'il faut faire attention. Vous avez parlé de le droit, la Cour africaine des droits de l'homme. C'est comme la CEDEAO, hein? Nos chefs d'État, ils respectent quand ça les arrange. Ils ne respectent pas quand ça les arrange. Ils ont toujours donné leur avis ou bien ils ont pris des décisions. Ces décisions sont mises dans les tiroirs. Alors, ça, on comprend cela, mon frère. Ce que moi, je suis en train de dire, il faut qu'on voit la réalité des faits en Côte d'Ivoire et savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible pour éviter une violence. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui que Alassane Ouattara fasse un pas décisif, un pas très décisif vers l'opposition. À ne pas, c'est-à-dire que se murer de c'est moi qui suis élu, bon, non, c'est-à-dire que aller dans l'humilité et la sincérité vers cette opposition-là, étendre franchement la main. Parce que le dialogue n'est pas fait, mais le dialogue peut être fait en ce moment-là. C'est très possible qu'il y ait un dialogue, puisque c'est une obligation qu'il y a vers le dialogue pour qu'on puisse ne pas créer cette fracture au sein des populations, qu'on puisse avoir une harmonie d'action au sein de la population. C'est pourquoi, bon, peut-être créer ce gouvernement d'union nationale, etc., c'est peut-être une pression, une autre pression de pouvoir amener le président Alassane Ouattara à aller vers le dialogue. Et je crois que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, l'ONU, ils vont s'atteler à cela. Bien sûr qu'ils viennent le médecin après la mort, mais je crois qu'il est mieux qu'ils viennent le médecin après la mort pour que les 5 années qui viennent, parce que les 5 années qui viennent, en réalité, mon frère, mais il faut constituer la relève de qualité. C'est pas nos vieux là qui doivent être toujours là pour nous dire qu'il faut aller à gauche, à droite. Non, alors, non, faut pas poser le problème en ce terme. Quand on parle des trois... Non, je suis dans une projection. Des 3 doyens là. Je suis dans une projection. Que ce soit le président Laurent Gbagbo, que ce soit le président Bédié... Et Ouattara même. Ouattara. Oui. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est pas les trois vieillards, comme on les appelle. Non. Le problème, même si ça avait été des jeunes, c'est-à-dire que même quand on leur retranchait 40 ou 50 ans sur leur âge respectif actuel, là, il allait toujours avoir le problème. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que c'est le non-respect des lois et des règles qui entraîne des problèmes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est-à-dire que quelqu'un, même s'ils avaient 40 ans, 30 ans... Non, tu ne m'as pas compris. Je suis dans la, je suis dans la projection. J'ai bien compris. Je ne suis pas dans l'actualité. La relève, elle est de qualité. Non, je suis dans la projection. La projection pour moi est les 5 ans qui restent. On doit, c'est-à-dire que la classe politique, la société civile, tout le monde doit être sur la table de négociation pour créer des balises qui permettent à l'avenir de ne pas aller dans ces considérations. Mais visiblement, il y aura encore une nouvelle modification constitutionnelle pour instituer une nouvelle limitation d'âge, bientôt pour empêcher les personnes dont vous parlez de candidater pour 2025. Tout à l'heure, il a parlé de... C'est visiblement le projet du président. Tout à l'heure, il a parlé de médecin après la mort. Tu vois pas que ça, c'est médecin après la mort? Quoi ça? Cette projection que tu fais là, c'est médecin après la mort. Ça dit que les discussions devraient être faites bien avant l'élection. Alors, oui, je suis d'accord.
Au cas où c'est pas fait maintenant. Dernière question, à la veille de l'élection, et depuis Bruxelles où il vit, donc depuis sa libération par la CPI, Laurent Gbagbo a brisé le silence qu'il s'était imposé depuis, je crois, avril 2011 où il a été arrêté. Que retenez-vous de sa sortie? Ce que nous retenons de la sortie du président Laurent Gbagbo, c'est que l'homme est toujours resté égal à lui-même. Un vrai démocrate, un vrai panafricain. Et il n'a pas changé d'un iota. C'est vrai qu'il a pris quelques rides avec le temps. De toute façon, tout le monde en a pris depuis avril 2011. Mais le discours du président Laurent Gbagbo n'a pas changé. Le discours n'a pas changé et sa sortie a été vraiment une sortie qui a été la bienvenue. C'est ce qui a toujours caractérisé l'homme. Ça a toujours fait partie de son ADN. La démocratie. Parce que peut-être que certaines personnes ne le savent pas bien, la nouvelle génération ne le sait pas, mais le père de la démocratie en Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. C'est grâce à Laurent Gbagbo qu'aujourd'hui les jeunes votent à 18 ans. C'est grâce à Laurent Gbagbo aujourd'hui que nous avons les bulletins uniques. Donc, le président Laurent Gbagbo est toujours dans son qu'on appelle ça, dans sa même vision, démocratie, panafricanisme, et voilà. Donc, alors, Laurent Gbagbo a appelé au dialogue. Est-ce que selon vous, cette sortie était importante? Oui, je crois que c'est une voix de plus, c'est une voix très très autorisée, hein, parce que il fut un combattant au moment de Braise, ce qu'on appelle au moment de Braise, même si sa gouvernance était entachée d'erreurs, parce qu'en fait, on ne peut pas dire que Sékou Touré n'a pas fait bien en disant non aux Français, mais sa gouvernance a été entachée d'erreurs. C'est comme ça la vie. Donc, on ne peut pas indéniablement, Alassane Ouattara, il est présent, il a écrit, n'est-ce pas, une page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est clair. Cette émission est à présent terminée. Vous avez un mot de fin, rapidement? Rapidement, le mot de fin, c'est que le peuple souverain, digne de Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités face à la forfaiture de Dramane Ouattara. Et bientôt, ça sera su de tout le monde, la Côte d'Ivoire va passer à une nouvelle étape de sa jeune démocratie. Voilà. On espère que cette étape-là... Je souhaiterais qu'il appelle à l'apaisement plutôt que... Oui, mais on a toujours appelé à l'apaisement. L'opposition a toujours appelé à l'apaisement. On espère effectivement que cet appel-là sera fait dans l'apaisement et dans la concertation entre tous les acteurs politiques ivoiriens de tout premier plan. Vous êtes Guy Anselme Conan, vous êtes représentant du FPI au Bénin. Face à vous aujourd'hui, il y avait Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro d'Angle de Vue. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent.
seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.